Il y a un truc qu'on finit à comprendre avec le temps, parfois à nos dépens, c'est que dans notre monde, tout est chiffrable, tout est monnayable. Et c'est pas un délire d'adolescent edgy qui vous dit que la société c'est mal, qu'il n'y en a que pour l'argent, ou cette phrase de vieux pilier de bar qui discute avec ses potes au PMU. C'est un fait. On vit dans une société qui est considérée comme capitaliste. Vous entendez ce mot souvent et vous êtes peut-être pas sûr de ce qu'il veut dire, mais en gros, le capitalisme c'est une doctrine économique et sociale qui se base sur la privatisation. On est même dans un monde capitaliste néolibéral, donc basiquement comprenez que c'est un monde où l'État n'a pas spécialement son mot à dire dans la gestion des entreprises, ce qui coïncide bien avec la notion capitaliste de la privatisation. Ça c'était le petit cours très rapide et très vulgarisateur. Je suis une quiche en économie, mais il faut bien comprendre que cette doctrine, comme toute autre doctrine, elle a ses points forts et surtout ses points faibles aussi. La question principale et le problème principal lié au capitalisme, c'est la question des monopoles. En fait, très souvent, on met en avant le fait que le libéralisme, ça fonctionne parce que ça crée de la concurrence, mais il y a un petit problème. Le gros souci, c'est que, admettons qu'il y ait un groupe surpuissant, un groupe ayant un monopole, et donc les quelques concurrents restants ou leur absence de concurrents, n'est plus capable de faire pencher la balance, l'échange champ libre à l'autre, et ça, ça peut faire flamber les prix. Je vous explique ça pour vous permettre de comprendre un truc assez simple, c'est que dans notre monde, à cause de cette vision et de ce fonctionnement-là, tout est vu avec cette logique. Ce qui permet de faire quelque chose, ou en l'occurrence de ne pas le faire, c'est très souvent les moyens économiques. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec Karl Marx là-dessus, il a développé une pensée qui est relativement fonctionnelle sur ce point-là. En fait, Marx et son pote Engels, ils proposent ce concept qui est appelé le matérialisme historique. Basiquement, l'idée qui fait que le moteur de l'histoire et de la vie ne dépend pas uniquement du bon vouloir de l'homme, mais aussi et surtout du passé de l'homme et de ses moyens, et aussi ses moyens de production. Et ça, je pense que peu importe votre alignement économique, c'est une réalité à laquelle vous faites face, avec laquelle vous serez d'accord. C'est que y a beaucoup de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas seulement par envie ou désir, mais aussi et surtout par rapport à nos moyens. Je pourrais vous faire une thèse, une analyse du truc encore plus longue et compliquée, mais on est là pour parler de manga, et vous vous demandez sans doute pourquoi je vous fais cette introduction et je vous parle de ces notions. Disons qu'une question simple m'est venue après avoir vu les débats sur Twitter. Est-ce que les mangaka font ça pour de l'argent ? Parce que ça a l'air de leur être pas mal reproché ces derniers temps. Et je vais être honnête, j'ai pas trouvé une seule personne nuancée sur ce sujet. C'est soit un extrême, soit l'autre. Bon, c'est Twitter qui veut ça, on peut jamais prendre position en étant nuancé sur ce réseau. Mais bon. D'un côté, il y a une vision de la chose qui pousse à dire que les mangakas se font guider par leur compte en banque et donc font forcément ça avant tout pour de l'argent. Ou tout du moins, si c'était pas leur motivation première, elle finit par prendre un peu trop d'importance. Et de l'autre côté, vous avez ceux dans un déni profond qui disent que mais non, les mangakas, c'est des pauvres petits artistes, c'est des Van Gogh en puissance, destinés à être pauvres et malheureux, il y a que ça qui est vrai, ils font ça pour la beauté de l'art, ils en ont rien à faire de l'argent. Et c'est vrai, après tout, on a très souvent cette vision et cette propension à imaginer que pour être talentueux dans son art, on doit mener une vie d'asset, une vie de privatisation, que la richesse nous embourgeoise et qu'à partir de là, on perd tout le sel de notre art. Si je dis pas de bêtises, Eminem lui-même disait que les moments où il était le meilleur, c'est les moments où tout allait mal pour lui. Mais ça, c'est une vision qui marche pas pour le manga, et ce pour une raison très simple. Le problème est à peu près toujours le même, et ça doit être la 15e vidéo à peu près où je vous le répète. Premièrement, c'est une vision de l'artiste qui est, je trouve, relativement erronée, mais surtout, c'est une vision qui fonctionne uniquement si vous considérez le manga comme de l'art. Et ça doit encore être une fois, à peu près la 15e fois que je vous le dis, au Japon, le manga, c'est pas considéré vraiment comme un art, c'est considéré comme un produit. Évidemment, il y a des passionnés, il y a des gens qui adorent ça, il y en a qui voient ça sous un œil artistique, mais faut être honnête, évidemment, dans un truc qui est considéré comme un produit de consommation, on s'intéresse à l'argent que ça rapporte. C'est logique. Et j'ai même envie de dire que la question de l'argent te touche d'autant plus si t'es passionné. La plupart des passionnés, je dis bien la plupart, dans l'idéal, aimeraient vivre de leur passion. Et encore une fois, dans un monde où tout est monnayable, votre passion, elle est monnayable aussi. Et littéralement, la raison qui fait que ce débat a explosé dans la sphère du public, c'est One Piece. Forcément, quand t'es le manga le plus vendu et le plus lu au monde, on est à peu près à 500 millions d'exemplaires, si je dis pas de bêtises, dès qu'il y a une question qui se pose sur toi, elle va se transposer à la sphère manga en général. De base, tout partait du fait d'une critique récente faite à One Piece, une impression que certaines personnes ont, celle que l'œuvre perd en qualité, que le manga s'enlise et n'avance pas comme il devrait avancer. Et naturellement, la question de l'argent s'est posée. Et si l'auteur et les éditeurs faisaient continuer le manga pour de l'argent? Non, parce que bon, la question elle est légitime quand on regarde tous les produits dérivés vis-à-vis de One Piece.
Les figurines, l'anime est un produit dérivé, voilà, faut vivre avec. La série Netflix, qui est la série qui a coûté le plus cher de l'histoire, des associations de marques avec genre Gucci ou Uniqlo, des jeux vidéo, et bref, vous avez compris, de l'argent quoi. Mais faut aussi réaliser un truc, c'est que les licences qui rapportent le plus d'argent au monde, c'est un bras de fer entre des licences japonaises et des licences américaines. Dans le top 3 des licences les plus lucratives de l'histoire, les 2 premières sont japonaises, Pokémon et Hello Kitty. Et dans le top 10, il y a le Shonen Jump et tout ce qui est associé, la Shueisha. Et One Piece est publié par cette maison d'édition. Et donc la question revient, et si Eiichiro Oda faisait ça pour l'argent ? Et déjà, l'argent est-il fondamentalement une mauvaise chose dans l'art? Pour ça, je vais vous raconter une histoire assez amusante, celle de 2 animes. Vous saviez que Pizza Hut a littéralement payé Code Geass pour des placements de produits? Alors que Code Geass, c'est considéré comme une œuvre anti-système. Dans le même genre, Tiger and Bunny, c'est un anime qui est déjà très bien, mais surtout, ils font des vrais placements de produits dans l'histoire. T'as vraiment des pubs Pepsi pendant l'épisode. Pourtant, ça n'enlève rien à la qualité de l'anime. C'est surtout parce que ça donne une part de réel et que ça joue un petit peu avec ses codes que ça marche. Donc bon, dire qu'un manga ou un anime perd en qualité parce qu'il y a des placements de produits ou des marques, ça reste à prouver. Des mangas et animes exceptionnels malgré ça, il y en a une pléthore. Vraiment, j'imagine pas les actions et les revenus de Vivienne Westwood au Japon après Nana. Parce qu'on en parle tout le temps. Hein. Et pourtant, j'ai jamais vu nulle part que Vivienne Westwood avait payé l'autrice pour un placement de produit. En fait, l'entreprise qui bossait avec, c'était même Sony. Vous vous souvenez de Sony dans Nana? On n'en parle même pas. Déjà, considérer ce qui est un placement de produit ou non, c'est pas ce qu'il y a de plus simple tant qu'on vous le dit pas directement. Mais en plus de ça, c'est pas parce qu'un auteur fait un placement de produit qu'il se détourne à jamais de son art ou de sa passion. Le problème, c'est si le placement de produit prend le pas sur l'œuvre. Et surtout, ça, c'est sans considérer un truc que je vous avais caché dans l'introduction de la vidéo. Ouais, je fais des foreshadowing et je suis peut-être meilleur qu'Isayama là-dessus. On va reparler un petit peu du matérialisme historique. On voit ça d'une manière assez binaire, en mode le mangaka il fait ça pour l'argent ou non. Et déjà maintenant on sait que c'est potentiellement plus compliqué que ça, mais en fait le mangaka quand il fait ça pour l'argent, c'est peut-être une directive de la maison d'édition. On n'oublie pas que c'est eux qui ont les droits de la licence et très souvent c'est surtout eux qui ont le dernier mot. Forcément, même si l'auteur de One Piece il a plus de liberté là-dessus, la Shueisha ils veulent quand même faire fructifier le manga. Et c'est revenu. En plus de ça, il y a littéralement un monde entier où il y a des collabs de bouffe, de genre de fast-food, avec des mangas. Ça, sans compter tous les détournements. Le nombre de fois où vous avez vu dans le manga des détournements de la marque du clown, c'est faramineux mine de rien. Et honnêtement, prendre une firme et la détourner, c'est un bon moyen de critique et ça rend aussi le récit un petit peu plus réel. On a un point d'ancrage par rapport à nous. Mais revenons-en à nos moutons et un petit peu à ce que je disais à l'entrée de la vidéo, le petit piège que je vous ai fait. Ces fameux mangaka avides d'argent là. Si ça se trouve, ils sont même pas au courant. On en revient au matérialisme historique. Ce qui fait qu'on agit d'une certaine manière, ce qui fait qu'on crée d'une certaine manière, c'est conditionné par nos moyens. Un exemple très simple, c'est mes vidéos. Littéralement, si vous avez toujours les mêmes musiques en fond, c'est parce que j'ai pas les droits de mettre d'autres musiques. Sinon, je perds la monétisation. Si je perds la monétisation, je perds l'argent. Et pas d'argent, pas de projet. Matérialisme historique. Littéralement, ce qui fait que j'agis de telle ou telle manière ne dépend pas tant de ma volonté que des moyens qui me sont laissés. Et je pense que pour les mangaka, c'est un peu la même chose. Ils s'en rendent peut-être pas spécialement compte, mais le poids économique de la société et de tout ce qu'il y a autour d'eux, donc le fameux matérialisme économique, ben il s'est imprégné dans le milieu artistique. Donc ils sont soumis à cette problématique eux aussi. Alors je dis milieu artistique, pour nous, hein, au Japon, c'est un milieu de divertissement. Mais auquel cas, bah, c'est peut-être même encore plus considéré sous un œil économique. Et donc fatalement, comme tous les milieux, il y a un petit peu ce délire de ben tu manges ou tu te fais manger. Et pour pas se faire manger, bah comme pour tout, vous avez besoin d'argent. Et vous pouvez aussi très bien trouver ça très marrant de foutre du Gucci sur Luffy. Le soft power, c'est pas un terme anglais qui est là pour faire joli, hein, c'est une réalité. Ce qui définit en partie nos regards sur la culture et sur certaines marques, c'est la vision que la société renvoie de ces marques et la vision qu'elle leur donne. Je dis bien en partie, hein, pas exclusivement. En alliant des marques et des personnages célèbres, eh ben, ça renforce l'identité de la marque et ça renforce aussi un petit peu l'identité du personnage. La vraie question n'est pas tant de remettre en soi la démarche des auteurs en eux-mêmes. La vraie question, c'est plutôt de remettre en question la démarche du système entier. Sans doute que si tout était moins tributaire de quelques billets verts, et ben, nos rapports à la création elle-même des mangas seraient clairement différents. Je vous laisse réfléchir à cette question. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.